Bonjour à tous. Nous recevons Emmanuel Todd pour la parution toute fraîche, il y a 3 jours, de son nouveau livre Où en sont-elles aux éditions du Seuil, un titre qui fait écho à celui paru en 2017, Où en sommes-nous, et sous-titré Une esquisse de l'histoire des femmes. Les livres d'Emmanuel Todd font parler d'eux en général à leur parution. Je suppute que celui-ci fera d'autant plus parler de lui que le sujet est traité avec, comme toujours avec lui, une originalité et une ampleur de vue qui peut parfois déconcerter. Je pense notamment à certains mouvements féministes contemporains qui sont tout de même un petit peu maltraités dans le livre, il faut le dire. Un livre qui repose et qui exploite ce pour lequel Emmanuel Todd est reconnu, à savoir sa maîtrise des structures familiales, des systèmes familiaux, les familles nucléaires, les familles souches, familles communautaires. Il s'appuie, comme d'habitude, sur une vaste étude historique, puisque là on remonte jusqu'à la préhistoire et jusqu'à nos ancêtres sapiens, chasseurs et cueilleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc ce balayage intégral qui se fonde sur l'évolution des structures familiales et sur l'évolution des rapports entre l'homme et la femme, avec un certain nombre de surprises. Donc le livre vient de paraître, je suppose que peu d'entre vous ont eu le temps de le lire, mais on y apprend beaucoup de choses, on désapprend surtout un certain nombre de choses. Emmanuel Todd, la thèse initiale du livre est la suivante. Le féminisme, finalement, dans sa forme actuelle, en tout cas l'une de ses formes actuelles, est parfois assez radicale, mais en fait, il semblerait que la partie soit déjà gagnée, selon vous, puisque d'une certaine façon, notre société déjà a consacré la victoire des femmes et que le patriarcat contre lequel les féministes s'élèvent, mais pas seulement, finalement, n'a pas tout à fait existé dans nos contrées, en tout cas celle de l'Occident, c'est-à-dire le monde anglo-saxon et l'Europe de l'Ouest. Mais c'est juste une forme de patrie-dominance, on reviendra sur ces termes tout à l'heure, contrairement à d'autres formes de patriarcat beaucoup plus fermes et oppressives, que sont celles, par exemple, d'autres zones géographiques, des pays arabes notamment, ou de la Russie, entre autres. Donc finalement, comme vous l'expliquez, on crée davantage de problèmes avec une nouvelle vague de féminisme qui se veut antagoniste et non pas réconciliatrice entre les sexes. Et la liberté qu'ont déjà gagné les femmes, selon vous, finalement se révèle décevante, et c'est ça le paradoxe, puisque, au contraire de la douce vie qu'on aurait pu attendre d'une forme d'émancipation des femmes, on arrive à une difficile liberté. On en parlera tout à l'heure. Ma première question est bête, en tout cas un peu brute. Vous expliquez que vous avez été agacé par certaines formes de féminisme radical et que finalement, elle se trompait d'objet et que le combat était déjà gagné, donc je l'ai dit, mais que finalement, avant l'apparition du mouvement MeToo, la chose ne vous intéressait assez peu, bien que vous ayez travaillé sur la structure familiale, mais on serait tenté de dire, certaines voix pourraient dire, que finalement, c'est juste un vieux mâle blanc, pas si vieux, qui finalement découvre une situation mais ne la comprend pas et ne connaît pas suffisamment l'histoire du féminisme pour pouvoir être légitime sur la question. Oui, alors, de sexe masculin certainement, blanc, je ne me pense pas blanc, ou je me pense blanc foncé, personnellement. Vous voyez, chacun pense ce qu'il veut. Écoutez, je ne sais pas, en fait, finalement, les gens ont le droit de dire ce qui ça a été écrit déjà, ça fait partie des stéréotypes, ça fait partie des...
enfin des stéréotypes de l'idéologie dont je m'occupe. Mais c'est, comment dire que je ne suis pas compétent sur l'analyse des rapports entre hommes et femmes, c'est juste, je veux dire, une affirmation folle. Je suis anthropologue. L'anthropologie, c'est l'analyse des rapports entre hommes et femmes. Les systèmes de parenté, c'est l'analyse des rapports entre hommes et femmes, parce que l'articulation, les rapports entre les deux sexes, c'est le cœur de l'anthropologie. J'en fais depuis un demi-siècle. Donc, si vous voulez, l'accusation de compétence ou d'incompétence n'a pas de sens. Alors, je n'ai pas lu tous les classiques, entre guillemets, du féminisme récent, dont, je m'excuse de dire, le niveau intellectuel n'est pas, de mon point de vue, très élevé. Mais moi, mon sujet, ce n'est pas le féminisme le plus récent, c'est l'histoire des femmes. Et les féministes les plus récentes ne sont pas les femmes. Donc je ne sais pas comment dire, je peux dire pourquoi je suis rentré dans le sujet. Donc, quelque part, je pense que c'est une chose que je devais faire parce que, ayant travaillé toute ma vie sur les systèmes familiaux, donc sur les rapports hommes-femmes, et les ayant utilisés pour comprendre l'émergence des idéologies modernes, les systèmes économiques, les processus d'immigration, d'assimilation, de ségrégation, je m'étais toujours tenu à l'écart du débat sur les problèmes familiaux contemporains. C'est-à-dire que ma compétence de base, fondamentale, c'est la première fois de ma vie qu'en fait je fais un livre d'intervention en utilisant ma compétence fondamentale qui est l'anthropologie. Mais j'avais toujours évité ça et quelque part, je pense, au fond de moi-même, il y avait l'idée que j'allais devoir le faire. Donc ce qui m'a déclenché, c'est le paradoxe de ce féminisme antagonisme. J'ai vu dans des articles l'expression néo-féminisme que je n'utilise pas dans le bouquin, mais qui me paraît pas mal. Parce que ça distingue le féminisme du néo-féminisme, comme je distinguerais le libéralisme du néolibéralisme, donc c'est assez utile. J'ai trouvé ça bizarre de voir apparaître un féminisme antagoniste de ressentiment au moment même où tout basculait dans le positif, quoi, au moment même où le nombre des femmes politiques se multipliait, à une époque où le pourcentage de femmes faisant des études supérieures a largement dépassé celui des hommes. Le fait de voir les hommes désignés comme un adversaire inexpiable, empêchant tout, m'a paru... Alors, c'est vrai que ça m'a agacé, donc j'ai dû être un vieux mâle, comme vous dites, là, un vieux mâle pas blanc. Voilà. Mais l'agacement n'est pas du tout ce qui est important. C'est la curiosité du chercheur qui a été moteur pour moi. C'est-à-dire, il y a un paradoxe, il y a un truc à trouver. Et s'il y a eu de ma part agacement, un peu plus que de l'agacement, c'est plutôt, je dirais, ça doit apparaître dans mon bouquin, dans les chapitres sur ce que les théories du genre et autres ont fait à l'anthropologie, ma discipline de base. C'est-à-dire c'est le caractère anti-scientifique. Dire qu'on est scientifique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Ça n'est pas se mettre sur une position indiscutable. Mais voir 150 ans de recherche en anthropologie, 150 ans de progrès, balayés par des textes ridicules, etc. Là, vraiment, ça m'a fait mal. Vous voyez ? Donc, l'argument de la compétence, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, c'est la première fois, je dirais, que je suis compétent. Je n'ai pas dit que pour les autres livres, j'étais nul. Hein. Mais, en fait, bizarrement, non. Formulons sur un mode quantitatif, progressif, je ne me suis jamais senti aussi compétent sur un sujet d'intervention. Oui, mais je pense qu'il va y avoir un gros malentendu parce qu'en fait, on peut vous répondre qu'effectivement, l'analyse des structures familiales apporte un certain nombre d'éclairages, mais que quotidiennement, les violences faites aux femmes, le pourcentage de femmes le nombre de viols qui ne sont pas déclarés ou pour lesquels 10% simplement sont traités par la justice, les formes de harcèlement, vous voyez, tout ça, on va vous dire, oui, mais ça, c'est toujours là. Oui, je veux dire, alors d'abord, dire que, si vous voulez, le propre de l'idéologie, c'est de postuler la possibilité d'un monde parfait par rapport à un monde imparfait. Donc évidemment qu'il y a une violence masculine. Je ne suis pas débile, vous voyez. La guerre, tout dans l'histoire de l'humanité
évoque la présence d'une violence masculine spécifique. Mais j'ouvre le livre en parlant de ça et en donnant la courbe des homicides de personnes de sexe féminin, qui est en effondrement rapide dans tout l'Occident. Je ne dis pas que ce qui reste de féminicide est acceptable. Je dis que quand même, une fois de plus, c'est curieux de voir une société, ou un morceau de la société, une idéologie se focaliser sur un problème qui est très visiblement en cours de résolution. Il est certain que les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus civilisés, tendent vers moins de violence, etc. Voyez. Mais tout le problème du bouquin est les problèmes d'une sorte de contraste entre l'idéologie et la réalité. L'idéologie, c'est la possibilité de parler, de dire n'importe quoi, d'affirmer n'importe quoi, etc. Et la réalité, c'est la réalité. Donc, par exemple, je termine le livre. Le livre voit les conséquences de l'émancipation des femmes. Donc, je mesure l'ancienneté déjà du dépassement éducatif des hommes par les femmes. Le premier bac, pour lequel plus de filles que de garçons ont été reçus, en fait, c'est le bac 68. C'est mon bac. C'est vous dire, donc c'est le bac de gens qui sont maintenant à la retraite. Donc, comme ça. Et puis j'étudie toutes les conséquences de l'ascension des femmes dans le domaine, je dirais dans le domaine professionnel. J'étudie toutes les conséquences sur les mutations idéologiques de la société en cours. On comprend beaucoup mieux l'histoire une fois qu'on a accepté que les femmes ont, pour l'essentiel, déjà été émancipées. Ça m'a permis une relecture de l'histoire, en fait, des progrès dans l'analyse de l'histoire. Donc j'ai compris que cette ascension éducative des femmes était ce qui avait expliqué l'effondrement du catholicisme à partir de cette période du bac, des années 60. Cet effondrement du catholicisme a entraîné l'implosion du système politique, ça a entraîné, je dirais, la chute du communisme, du socialisme. Ça amène en fait à l'état d'atomisation politique dans lequel on est maintenant. C'est une relecture de l'histoire qui met les femmes au centre de l'histoire. J'étudie aussi la façon dont cette émancipation des femmes a permis l'effondrement de l'homophobie. Il y a un chapitre complet sur l'homosexualité qui montre que l'homophobie, c'est vraiment une histoire d'hommes, qui montre que l'homophobie, c'est des hommes qui persécutent d'autres hommes. J'examine précisément la façon dont l'homosexualité féminine n'a jamais été pourchassée dans l'histoire. Ça, c'est des faits qui commencent à être balayés par l'idéologie. J'analyse la façon dont le phénomène transgenre décolle de tout ça. Mais pour situer le contraste qui peut exister entre l'idéologie et la réalité, pour moi, vous voyez, je pense à tous ces débats sur le phénomène transgenre, associé aux histoires de non-binarité, de revendication de quelque chose, de dépassement de la condition humaine, de choses comme ça. Dans le bouquin, je montre aussi que la réalité de la société, alors ces idéologies sont portées par des classes moyennes éduquées, beaucoup par des femmes, mais pas seulement. La petite bourgeoisie universitaire est passée en matridominance et les hommes de ces catégories suivent les femmes, en fait. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces classes qui, d'un côté, ou cette idéologie ces classes produisent ou portent cette idéologie qui va nous parler de dépassement de traditions humaines, sur le genre, etc., sont aussi dans la pratique sont dans des milieux sociaux où ce qui se passe est une restabilisation du couple traditionnel. Ça, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les États-Unis. C'est-à-dire que l'expérimentation dans l'existence des couples, de la vie, etc., dans ma génération, c'était un truc des classes éduquées supérieures. Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on a vu simplement une sorte de descente dans la société de l'expérimentation de l'instabilité, le réaménagement des rapports entre hommes et femmes. Mais ce qui est caractéristique des dernières décennies,
c'est la stabilisation du couple des classes moyennes dans des conditions économiques difficiles, avec des problèmes de survie, vous voyez, avec souvent des couples où maintenant la femme est plus éduquée que le mari, etc. Donc une sorte de contradiction entre, je dirais, entre l'idéologie qui parle de réaménagement identitaire et de choses comme ça, et la réalité de la société, qui est simplement des gens, des classes moyennes qui font de plus en plus gaffe. Je dis à un moment dans le bouquin on est dans une inversion de l'hypocrisie du 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on avait des classes bourgeoises, ou des classes moyennes, qui prônaient une éthique puritaine, très rigoriste, etc. Et puis, avec des mecs qui allaient au bordel, qui permettaient à leurs enfants, aux fils, de trousser les bonnes et des choses comme ça. Maintenant, on est passé dans une sorte de, je dirais, d'hypocrisie inversée. C'est-à-dire qu'on a une sphère idéologique, c'est des choses qu'on va voir dans Le Monde, dans le Guardian, dans le New York Times, qui nous parle de dépassement extraordinaire dans le domaine de la sexualité, du genre et autres, mais qui, en cachette, vivent de plus en plus sérieusement en réglant des problèmes économiques. Vous voyez ? Je ne sais pas si je suis clair. Si. Mais comme vous le dites... Mais je conçois tout à fait que les gens... j'en suis fort mari, je sais, là, mes amis... Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai des copains qui me disent que je suis abominé d'insultes, parce que pour ces attaques contre la théorie du genre... En fait, ces insultes sont normales et bienvenues. C'est vrai que j'attaque la théorie du genre, donc c'est tout à fait normal que je sois insulté. Enfin, ça, c'est la vie sociale saine qui se passe. Vous voyez ? Oui, je vois bien. En fait, je serais super inquiet si ça n'était pas le cas. Je ne me faisais pas trop d'illusions pour ma part. Oui. Mais là, il y a quand même une résistance, ça vous l'expliquez dans le livre, c'est-à-dire que il y a une forme de victoire des femmes, mais en même temps, il y a toujours ces formes de résistance masculine, mais qui se déportent pour être plus marquées. Par exemple, alors on peut dire qu'effectivement, il y a un accès plus grand, suite à l'augmentation du niveau d'études des femmes, il y a un accès plus grand au statut de cadre, mais on n'a pas tout dit en disant ça, puisque finalement, la bipartition, par exemple, entre les cadres du secteur public et du secteur privé ne seront pas les mêmes, et qu'il y a une résistance d'autant plus forte qu'on monte plus haut dans les sphères. Du coup, là, on voit bien un pouvoir ou une domination masculine qui résiste, parce que, comme tout détenteur de pouvoir, on veut garder le pouvoir. Je crois que j'étudie en détail dans le livre ce que j'appelle la pellicule masculine, pellicule de résistance masculine de 4% de la société. Quand je parle de résistance, ça n'est pas une résistance de la domination en elle-même, c'est une résistance statistique pour laquelle j'ai une explication assez simple et qui n'est qu'une sorte de modernisation de la théorie de Margaret Mead sur les différences entre les deux sexes. Vous savez, vous avez le truc de Freud, c'était de dire « Oh là là, les femmes souffrent terriblement de ne pas avoir de pénis ». Donc, mais Freud venait d'une société effectivement patriarcale, la société viennoise ou germanique de son époque. Et Margaret Mead, qui était une américaine, une femme, une brillante anthropologue, disait non, le problème, c'est celui des hommes qui ne fabriquent pas les enfants et qui ressentent au fond d'eux-mêmes, dès qu'ils sont petits garçons, un sentiment d'insuffisance et de ne pas être capable de faire quelque chose que les femmes sont capables de faire. Et elle interprétait en fait toute la suractivité masculine, je dirais, comme une activité de compensation à ce sentiment d'insuffisance. Moi, je reconnais que c'est une théorie, j'en parle dans le livre, qui m'avait été transmise par ma mère très jeune. Et je dis dans le livre que, là je dis c'est Margaret Mead, mais dans ma tête, c'est ma mère qui me parle. Vous voyez, c'est une leçon que j'ai appris très tôt. Et quoi qu'on dise, le dilemme de notre époque, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on raconte sur des changements de sexe qui ne peuvent pas exister en réalité, parce que les chromosomes sont là pour dire le contraire, c'est que on émancipe les femmes autant qu'on veut, elles s'émancipent autant qu'elles veulent. Les études montrent qu'il n'y a eu aucune résistance chez les hommes
à l'apparition de mariages hypogamiques, c'est-à-dire les hommes n'ont pas marqué de résistance au fait de vivre et éventuellement de procréer avec des femmes plus éduquées qu'eux, mais il reste cette chose que les femmes ont ce dilemme de vie professionnelle, procréation. Je veux dire, il y a ce choix, une vie professionnelle qui devient de plus en plus complexe, et puis tout ce que je dis est extrêmement banal et de bon sens. C'est vraiment, devoir réexpliquer ça, c'est comme quand au début du livre, j'ai dû poser comme être humain, comme femme, l'être humain qui est capable, hors d'un cas de stérilité accidentelle, de porter un enfant. Je veux dire, ça paraît drôle. Je veux dire qu'en 2022, on soit forcé de poser ça comme une axiomatique révolutionnaire. Vous voyez, c'est vraiment, je dirais, une situation bizarre. Donc vous avez des conditions d'accès aux études qui sont les mêmes, des intelligences qui sont les mêmes, et puis vous avez apparemment une aptitude plus grande des femmes à poursuivre des études secondaires et supérieures. Je ne sais pas si c'est des restes d'indiscipline masculine ou de conduite à risque dans le système scolaire, mais au bout du bout, vous aurez pour les femmes ce problème du choix et de plusieurs options et qui divise l'attention, et que quand on en arrive au niveau d'intensité maximale dans le travail final, il y a un résidu d'hommes qui reste plus compétitif. Parce que les hommes, eux, n'ont pas le choix. Les hommes n'ont pas le choix. C'est la réalisation dans la vie professionnelle et sociale ou rien. Et donc, vous allez observer des phénomènes de réussite particulière des hommes dans certains secteurs scientifiques, d'ingénierie et autres, ou d'activités bureaucratiques, qui ne peuvent pas, selon moi, être interprétés comme une volonté de domination, mais comme un phénomène de concentration plus grande d'un véhicule résiduel d'hommes qui vont un peu plus loin. Je veux dire, en contrepartie, vous aurez, je veux dire, en bas de la structure sociale, beaucoup plus de dégâts du côté masculin. Dans le livre, je propose une vision de, c'est ce que j'appelle intersectionnalité généralisée. Je propose une vision de la société et de la structure sociale du point de vue des hommes, comme on le fait d'habitude, et du point de vue des femmes. Et si on regarde, puisque moi je prends les femmes au sérieux, c'est pas vraiment, je considère que pour l'essentiel l'émancipation est faite, donc on doit regarder la structure sociale du point de vue des femmes. Et donc si vous regardez la structure sociale du point de vue des hommes, vous allez avoir un truc assez polarisé, avec en haut, effectivement, dans le haut de la société, je vais le décrire comme un patridominance, avec des hommes dominants, mais vous aurez aussi un bas de la société où vous avez, je veux dire, dans les secteurs en difficulté, une prédominance des hommes. Et vous aurez, si vous regardez la structure sociale du point de vue des femmes, vous aurez une structure sociale beaucoup plus moyennisée. Alors, il y a quand même, si on veut analyser le but du livre, c'est quand même de comprendre le féminisme antagoniste à cette période où tout va bien. Vous aviez évoqué un phénomène de déception en fait, de l'émancipation, qui est tout à fait ça. J'ai repris pour comprendre ce mal-être et ce ressentiment, j'ai repris le concept durkheimien d'anomie. Donc dans le suicide, en 1897, Durkheim avait défini le concept d'anomie. C'est pas au sens de la sociologie américaine. La sociologie américaine, c'est l'atomisation de la société. Pour Durkheim, c'était un état de dérèglement psychosociologique créé par le fait que dans une société mobile, les individus ne savent plus quoi attendre ou espérer de la vie. Et avec les déceptions concomitantes ou qui en résultent, qui produisaient à son époque un taux de suicide en élévation constante. Mais c'était masculin. Et d'ailleurs, le taux de suicide était à l'époque, comme toujours d'ailleurs, 3 fois ou 4 fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Maintenant, je dis, finalement, les femmes, en étant émancipées, en entrant comme les hommes dans la grande compétition de la vie sociale, dans des études, en étant triées par leurs études, puis par leur métier, accèdent à l'anomie durkheimienne.
j'appelle ça anomie douce, parce qu'on ne se suicide plus, parce qu'il y a une sorte d'apaisement par ailleurs des comportements, mais il y a une sorte, il y a une nouvelle. C'est comme quand je dis il faut regarder la structure sociale à travers les femmes autant qu'à travers les hommes. Il faut être capable d'accepter l'idée que les femmes ont accédé aussi aux problèmes des hommes et à des phénomènes de, je dirais, psychopathologiques, idéologiques, on appelle ça comme on veut, qui jusque-là étaient réservés aux hommes. Est-ce qu'on pourrait aussi interpréter les choses à la façon, par exemple, de Zygmunt Bauman, qui parle de société liquide, société liquide dont la devise serait liberté, flexibilité et insécurité, et dans laquelle, finalement, chacun et chacune, devenant entrepreneur de soi-même, et au-delà même du couple comme, comment dire, ménage économique, renverrait chacun à sa singularité dans une mise en compétition généralisée, des femmes entre elles, des hommes entre les femmes, des hommes entre eux, et qui expliquerait aussi cette espèce de fantasme de dépassement qu'on voit, qui se situe au niveau du sexuel, mais qui se situe aussi au niveau de l'identité, parce que le problème de l'identité se pose, c'est un problème assez récent finalement, de sorte que cette émancipation des femmes, encore imparfaite, largement, serait une espèce de ruse de la raison qui fait qu'on leur accorderait cette émancipation qui ne serait que celle d'être finalement des acteurs économiques. Mais ce n'est pas d'être des acteurs économiques, c'est d'être des êtres humains au même titre que les hommes. Et moi, comment dire, l'une des classes sociales qui m'intéresse le plus depuis toujours, c'est la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, j'ai toujours, ma première formation a été marxiste quand même, mais j'avais écrit un bouquin qui s'appelait en 78, il faut que je précise maintenant le siècle, 1978. Non, 78, on aurait compris de toute façon, je pense. Mais un livre qui s'appelait Le fou et le prolétaire, et dans lequel je me fichais des modèles marxistes en disant mais la véritable classe révolutionnaire, la classe qui est porteuse d'anxiété, d'angoisse, c'est la petite bourgeoisie en fait, et dont viennent tous les cadres des mouvements révolutionnaires et autres. Et la petite bourgeoisie est une classe que je suis, si l'on peut dire, depuis tout petit. Et là, dans la période récente, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne m'a jamais abandonné. Alors je sais que ce qui est classique en ce moment, c'est d'opposer les élites au milieu populaire. Moi, j'ai toujours un œil sur les classes intermédiaires qui, par définition, seront plus incertaines de ce qu'elles sont. Je pense qu'on retrouve vos idées d'identité et d'indéfinition. Mais il est clair que la période en France qu'on vit est une période, je dirais, à travers le développement des études supérieures, de gonflement énorme de ce qu'on pourrait appeler une petite bourgeoisie, en fait, définie par le diplôme, mais dans une période qui, sur le plan économique ou des possibilités sociales réelles, par effet de cette concurrence, mais vue sous un angle macro et pas juste micro au niveau d'individus, produit pas juste des phénomènes d'anxiété, mais des phénomènes de déclin objectif. On est dans une société qui ne va pas bien, on va dans une société où tout le monde est de plus en plus en insécurité, on vit dans une société, je dirais, qui produit sans cesse des idéologies pessimistes, négatives. Donc j'avais une première fois finalement attaqué ce problème dans un bouquin qui m'a valu beaucoup d'ennuis. Actuellement, il y a une compétition dans mon fan club personnel limité pour savoir si j'aurais plus d'ennuis avec ce bouquin qu'avec Qui est Charlie. Alors, ce qui m'est prédit, c'est 75% des gens pensent que j'aurais plus d'ennuis avec ce bouquin qu'avec Qui est Charlie, mais si c'était le cas, je ne survivrais pas, hein, parce que Charlie, j'ai déjà failli crever. Hein. Bon, donc on verra. Mais dans Qui est Charlie, je focalisais sur le groupe MAS, classe moyenne, personnes âgées, catholiques zombies. Mais il y avait l'idée de classe moyenne.
Et en fait, pour moi, l'islamophobie, d'ailleurs par opposition à l'arabophobie, était une pathologie des classes moyennes, en fait, de classes moyennes en déclin et anxieuses, de toutes sortes de choses. Mais je ne vois aucune raison, vous avez pensé que c'est pousser le paradoxe un peu loin, de ne pas identifier ce féminisme antagonisme ou de ressentiment pessimiste, en fait. C'est une idéologie pessimiste. Vous voyez, on peut réduire les choses à l'os. C'est un pessimisme fondamental. Et c'est un pessimisme qui est porté par les classes moyennes aussi. Donc, en fait, le néo-féminisme, c'est un féminisme pessimiste qui intervient, qui est une composante du sentiment de déclin dans les classes moyennes. Vous pensez que je vais avoir des ennuis? Je monterai à 76%. D'accord. Tant que ça reste aussi lent. Bon. À propos de l'identité dont on... Je voudrais quand même dire un truc, parce que j'ai laissé passer, c'est au début, c'est quand même pour expliquer le fond de mon hostilité n'est pas sur ces sujets, ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans la société. Et finalement, voilà, c'est comme ça. Je n'ai aucune intention de combat idéologique ou de choses comme ça. Mais je voudrais revenir sur ces questions de concepts anthropologiques et de vraie colère devant la destruction de mon instrument de travail. Et je voudrais dire un mot de ce concept central de ces idéologies néo-féministes, qui est le concept de patriarcat. Je pense peut-être que c'est la notion de patriarcat qui m'a mis en mouvement sur le plan intellectuel. Donc on est censé vivre dans une société patriarcale, terrible, où les hommes ne sont pas gentils, tout ça, violeurs, assassins, et ce genre de choses. Mais il faut bien voir que pour un anthropologue, c'est juste un péché contre l'esprit. Le mot patriarcal est apparu effectivement en anthropologie au XIXe siècle pour décrire des sociétés à dominance masculine extrêmement forte. C'est-à-dire que Frédéric Leplay, le grand théoricien français des structures familiales, qui sévissait plutôt sous le Second Empire, décrivait comme patriarcale la famille communautaire patrilinéaire de Russie ou du Moyen-Orient, dans des lignages organisés autour des hommes, avec des statuts des femmes abaissées, exclus de l'héritage, des choses comme ça. À l'époque où la famille nucléaire de la France du Nord pratiquait l'égalité d'héritage entre hommes et femmes, entre tous les enfants, garçons et filles, et des trucs comme ça. Et si, je veux dire, quand on entre dans le livre, il y a des cartes. J'ai réutilisé l'atlas ethnographique de Murdoch. Avec l'aide d'un spécialiste, d'un expert cartographique, j'ai donné une nouvelle cartographie mondiale, et en distinguant les systèmes familiaux selon qu'ils sont patrilinéaires, patrilocaux. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, c'est expliqué dans le livre, j'espère suffisamment simplement. Et si vous utilisez le mot patriarcal pour nous, quel mot vous utilisez là où il était utilisé avant? Comment vous décrivez la situation des femmes de Kaboul? Et c'est ça, c'est pour ça que je suis énervé. C'est-à-dire, si vous dites que nous, on est dans un modèle patriarcal, qu'est-ce qu'on dit des femmes afghanes? Vous ne pouvez plus opérer sur la réalité. Vous fabriquez une sorte de purée où vous ne pouvez plus décrire la diversité du monde, la diversité des statuts de la femme. Vous mettez à plat, vous mettez dans le même sac les sociétés où le statut de la femme a été abaissé par des millénaires de transformation des structures familiales au centre de l'Eurasie, et les sociétés de la périphérie de l'Eurasie où le système familial, assez égalitaire entre hommes et femmes, quoique à patrie-dominance pour les activités collectives, où le statut des femmes était resté assez dans l'égalitarisme qui prévalait chez les chasseurs-cueilleurs. Vous voyez, s'il m'arrive de m'énerver vraiment ou d'être vraiment motivé sur le plan psychologique, ému, en un certain sens, c'est quand on touche à mon instrument de travail. Ce qui se passe dans la société, c'est la société. De toute façon, on n'a jamais raison contre une idéologie. Je suis résigné d'avance. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Je le vois.
Dans vos précédents livres et dans celui-ci également, vous revenez sur la tripartition entre l'inconscient anthropologique, le préconscient religieux et le conscient économique. On a l'impression à vous lire que cette tripartition évolue et qu'elle semble moins nette qu'avant. Alors je prends pour exemple justement la question des identités, puisque vous écrivez qu'en fait, entre 2000 et 2020, la quête identitaire mute en une autodestruction active de toute identité. On parlait notamment des dysphories, des choses comme ça, entre 2000 et 2020. Alors on a d'un côté le temps long qui est celui de l'anthropologie, avec des formes d'invariants que sont la division sexuelle du travail, la capacité ou non à enfanter. Très bien. Et là, dans ce laps de temps d'une vingtaine d'années, une sorte de bouleversement anthropologique essentiel. Comment on peut expliquer que d'un seul coup, et à ce moment-là précisément, les choses arrivent et changent à ce point? J'ai du mal à le concevoir que d'un coup, une sorte de problème apparaisse qu'on n'avait jamais vu avant. Alors, d'abord, c'est pas 20 ans, c'est 70. Hein. Je dis, la première partie du livre, c'est, mettons, les 100 000 dernières années. Oui. Et la deuxième partie du livre, c'est les 70 dernières années. Ce qui est un véritable confort de travail pour moi, puisque j'ai 70 ans. Vous voyez, je ne me suis pas compliqué la vie. Hein. Mais la question, fondamentalement, moi, je suis un empiriste de tradition anglo-américaine. Hein. Donc, pour moi, la question, avant d'expliquer, il faut accepter l'évidence des faits. Donc là, ce que vous disiez, c'est, au fond, vous êtes dans une résistance aux faits. Vous dites, c'est pas possible. Non, ça me surprend. Ça me surprend. Voilà, donc là, ça va. On évolue vers la bonne formulation. Donc là, on est sur le même sentiment de surprise. C'est-à-dire qu'il est vrai que l'histoire de l'humanité, c'est patrie-dominance universelle, les hommes qui gèrent le collectif, que ce soit les produits, la distribution des produits de la chasse chez les chasseurs-cueilleurs ou la guerre à toutes les époques, dans tous les systèmes, avec une prédisposition plus forte au racisme et à l'ethnicisme et ces choses comme ça. Et puis, dans ces 100 000 dernières années, vous avez, mettons, les 10 000, à partir de l'invention de l'agriculture, quand même l'aggravation, l'abaissement du statut de la femme partant de Mésopotamie, partant de Chine, partant du cœur de la Nouvelle-Guinée et en Afrique de l'Ouest. Il y a plusieurs pôles d'émergence de l'agriculture et plusieurs pôles, je dirais, d'abaissement du statut de la femme. Et puis, mais le principe de patrie-dominance, le principe d'une inégalité quand même entre mes femmes, est partout toujours respecté. Et on doit constater que dans les 70 dernières années, cette chose s'est effondrée. Et la partie du livre s'appelle notre révolution anthropologique. C'est très surprenant, mais c'est comme ça. Mais en vérité, si effectivement vous sortez de présuppositions sur le temps long obligatoire de l'évolution des structures familiales, ce que j'ai fait, si vous acceptez de mettre sur le même plan les évolutions économiques et les évolutions anthropologiques, ce qui n'était pas ma manière autrefois, mais ce que j'ai fait là, c'est une sorte d'aboutissement ultime de mon modèle, j'ai remis les choses au même niveau finalement, sans a priori. Vous devez quand même être capable de voir que la période qu'on a vécue depuis la guerre est une période où tout a basculé dans ce sens. C'est-à-dire que les niveaux de vie qu'on a atteints, ce qui s'est passé sur le plan économique dans ma génération, en fait. Je veux dire, moi, je suis né dans une génération où eh ben, les gens dans les milieux populaires n'avaient pas de toilettes, mais avaient des seaux à merde. Vous voyez, où la question de se nourrir était un problème. Enfin, je veux dire, des niveaux de vie dont on n'a pas idée, en fait. Et je veux dire, sur la hausse du niveau de vie, je ne parle pas de la période la plus récente où il a recommencé à baisser. C'est une autre inversion au terme de l'inversion. Ce qui s'est passé est proprement stupéfiant. Je veux dire, on avait du mal à avoir le téléphone.
Je veux dire, dans mon village du Midi, là où est par une maison, on allait téléphoner à l'épicerie. Maintenant, on se fait des conférences en ligne avec Tokyo, pour ma vie, pour ce qui me concerne, visuel. Je veux dire, en fait, on vit peut-être dans une large dimension, dans un monde de science-fiction, pour les gens d'il y a 70 ans. Ça va tellement vite qu'on en perd même conscience, et c'est à l'intérieur de ça que ce basculement des rapports hommes-femmes, du rapport de force, je ne sais pas comment expliquer ça, d'équilibre, etc., c'est fait. Dit comme ça, c'est tout à fait normal. La mortalité infantile s'est effondrée, ça n'est plus, la mortalité maternelle s'est effondrée. Je veux dire, alors, c'est vrai qu'on est en train de vivre le retour des piliers. On est encore sans doute en train de passer dans une troisième phase maintenant, légèrement régressive. Mais l'idée d'un emballement des évolutions dans les 70 dernières années est pour moi tout à fait normale. Alors si on estime, enfin on constate là aussi une baisse de niveau de vie, un accroissement des difficultés économiques qui ressoudent le couple justement pour faire face à la dureté de la vie qui va croissant, est-ce que d'une certaine façon ce néo-féminisme ne serait pas en train d'anticiper sur des temps plus durs à venir et justement nouveau et précurseur de choses qui vont basculer à nouveau, puisque, comme vous l'avez dit, ces 70 années, cette génération bénie, les travaux de Piketty l'ont suffisamment montré, est quand même une exception dans l'histoire de l'humanité. Et on pourrait s'attendre, sans vouloir faire trop de pessimisme de classe moyenne de base, que finalement la parenthèse se referme et qu'on va retomber dans des rapports beaucoup plus conflictuels au niveau mondial, mais aussi au niveau de la société. Non, en fait, je dirais, et là je réfléchis en discutant, c'est que le féminisme, antagonisme, il est, comment dire, il est porteur des évolutions les plus récentes, mais il est déjà en retard en fait, parce que je ne sais pas comment dire, il y a un élément contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, le féminisme, bon, les deux premières vagues féministes, l'émancipation par le suffrage et l'émancipation sexuelle par la pilule et l'avortement, les deux premières vagues féministes étaient belles et bonnes, et en un sens, en tout cas au niveau des mots, le néo-féminisme est je dirais, est la suite de ça, hein, quand même. Il y a cette idée d'une continuité dans l'émancipation des femmes, dont sort ou bénéficie cette idéologie nouvelle. Mais cette idéologie nouvelle se colore de pessimisme parce qu'elle est déjà prise, je dirais, dans un phénomène de déclin des classes moyennes. Mais alors, moi, ce que je reproche sur le plan social, fondamentalement, à ce féministe antagoniste, qui n'est pas vécu concrètement par les classes moyennes, hein, je parle de la solidification du couple, etc., c'est de mettre du désordre dans les milieux populaires, là où la solidarité des couples serait le plus nécessaire à la survie. C'est dans les milieux populaires qu'on va trouver les familles monoparentales. C'est là qu'on aurait plus besoin de réconciliation entre hommes et femmes et de solidarité du couple. Donc je perçois ce néo-féminisme comme un truc des classes moyennes, hypocrite, non vécu, et qui met du désordre, je dirais, dans les milieux populaires. Mais il est le produit de cette époque ancienne qui était portée par la hausse du niveau de vie, et je dirais au contraire que moi je ne crois pas du tout à la... Je vais essayer de me faire comprendre clairement, c'est pas facile, c'est un mouvement contradictoire. Je ne crois pas du tout qu'un chercheur qui écrit un livre puisse agir sur la société. J'ai eu une riche expérience d'échecs dans mes combats, et donc je ne fais pas partie de ces types qui s'imaginent que parce qu'ils écrivent un bouquin, vont révolutionner la société.
Je veux dire, c'est même... Non, je suis convaincu que ma vision de l'histoire est correcte, je suis sûr que j'ai raison, je suis sûr que je suis un immense chercheur en anthropologie, que la notion de patriarcat, personne n'a rien compris, ils n'ont rien compris, etc., que je pourrais les défoncer intellectuellement sans, je veux dire, sans problème, mais c'est... On monte à Et si je 70%, devais parier, là. je dirais que je vais être vaincu idéologiquement sans question. C'est pareil, on peut toujours rêver, hein, on peut toujours rêver, hein, voilà. Mais par contre, le problème, c'est que quand on gagne un combat idéologique, par effet de masse, de classe, etc., cette situation, l'idéologie, c'est ce monde où des gens dans un groupe social, dans la fausse conscience, peuvent raconter n'importe quoi et avoir raison contre des chercheurs sérieux. J'ai passé ma vie comme ça, donc je suis très habitué. Mais après, il y a le mur de la réalité. Et logiquement, pour moi, ce qui devrait tuer ce néo-féminisme, c'est la baisse du niveau de vie. Parce que ces préoccupations, ce problème de l'antagonisme entre hommes et femmes, ça va quand on croit qu'on est toujours riche et qu'on a toujours le temps de s'intéresser à ça. Alors que ce dont on a besoin est d'exactement l'inverse, c'est-à-dire de la survie en couple dans un monde qui devient de plus en plus difficile. Donc je penserais plutôt que la baisse du niveau de vie va être la mort du néo-féminisme. Regardez les nouvelles. Les nouvelles, c'est les pénuries d'énergie, la hausse du coût de l'énergie, les pénuries de médicaments, les déficits de l'appareil de production, la hausse des tarifs de tout et de tout. Vous pensez bien, je ne voudrais pas tout d'un coup sombrer après une vie d'anthropologie cherchant à dépasser le marxisme, à revenir au marxisme sommaire de mon enfance, mais quand même, l'évolution économique devrait pulvériser le néo-féminisme. Alors, il y a un autre paradoxe que vous notez, qui est que quand bien même l'émancipation féminine serait en progrès, quand bien même elles accéderaient, ces femmes, à des postes auxquels elles n'accédaient pas auparavant, notamment dans le domaine de la justice, vous voyez une forme d'autorité, une autorité douce qu'exercent les femmes et qui finalement serait plutôt une bonne chose, mais en même temps... Je n'ai pas dit ça. Hein. Ah si, l'autorité douce, ça y est. Ah non, non, pas douce. Hein, non, non. Pour moi, l'autorité n'est jamais douce. Je ne supporte pas l'autorité. Ah ben j'ai mal lu alors. Oui, oui, non, c'est l'anomie qui est douce, c'est pas l'autorité. Bon, alors, quoi qu'il en soit... Moins violente. D'accord, l'idée est la même. Moins violente, mais en même temps, la violence, on la retrouve au point de vue des idées et au point de vue aussi d'une forme d'intolérance qui se répand, qui fait que les échanges d'arguments sont de plus en plus rares, alors que les échanges d'invectives remplacent tout débat d'idées. Ça, c'est un paradoxe. Oui, mais en fait, c'est toujours pareil. L'une des choses qui est frappante, oui, c'est intéressant quand vous avez commencé en disant un vieux mâle en vous trompant de couleur sur moi. Oui. Bon. Oui. Mais pas sur le reste. Mais vieux, j'assume complètement. Et je trouve que le fait d'être en fin de parcours donne une perspective à la fois sereine, détachée, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet j'ai parcouru, à titre personnel, la deuxième période que j'étudie, les 70 dernières années. Alors, je reconnais qu'avant ma puberté, je n'étais pas hyper compétent sur l'analyse des rapports hommes-femmes, quoique j'ai quelques souvenirs de la façon dont les gens vivaient à l'époque, je dirais, quand j'étais enfant. Mais, quelle était la question ? Le paradoxe entre... dès qu'on plonge dans ces souvenirs d'enfance, on disjoncte. Le paradoxe entre la victoire que vous supputez du féminisme ou la féminisation de la société. Oui, disons, c'est ça, voilà, c'est cette question. Et donc, ce que j'ai vu, moi, j'ai vu l'effondrement des idéologies. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'étais aux Jeunesses communistes. J'ai été stalinien, vraiment, pas longtemps.
brièvement mais intensément stalinien. Voilà. Je reprochais aux gauchistes leur liberté d'expression. Vous voyez, c'est dire, voilà. Mais, et puis ensuite, bon, j'ai viré ma cutie, j'ai fait une grande carrière anticommuniste, et j'ai été déniaisé par l'Angleterre, mais on attendait de l'effondrement des idéologies totalitaires plus de liberté. J'ai été critique littéraire au Monde entre 1977 et 1985. Je donnais des comptes rendus de bouquins d'histoire, de sociologie, etc. Et c'est une époque, enfin, on racontait un peu ce qu'on voulait, de très grande liberté. Et justement, dans cette phase d'effondrement des idéologies, bon, j'étais quelquefois convoqué par la rédaction en chef du Monde parce que j'avais dit un truc désagréable sur l'Union soviétique. Maintenant, ils sont durs avec la Russie de Poutine, où il y a des élections, mais à l'époque du soviétisme, ils étaient très doux, hein, le monde, sur la Russie. Et en fait, ce que j'ai vu se développer, c'est cette espèce d'ambiance incroyable, d'intolérance, de peur des idées nouvelles, qui font que des plaisanteries que j'arrivais à passer dans le monde des livres à la fin des années 70 ou au début des années 80, serait juste plus admissible aujourd'hui. Donc j'ai vu se rétrécir sans cesse l'espace de liberté d'expression décontracté. Vous voyez, j'essaie de définir dans le livre ce que j'appelle un fonctionnalisme dynamique raisonnable. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas partir du principe que s'il se passe des choses très, très importantes dans une société, dans l'évolution d'une société, on ne peut pas partir du principe qu'elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc, d'une part, je vais associer l'émancipation des femmes et puis la chute de l'appareil industriel dans les pays les plus tertiarisés. Je vais associer l'émancipation des femmes qui, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, étaient individualistes dans la distribution des produits de la cueillette, alors que les hommes étaient collectivistes, puisque les produits de la chasse étaient divisés de façon collective. Et donc je me dis, est-ce que, face à ces deux problèmes, ces deux évolutions fondamentales que sont l'émancipation des femmes et l'effondrement de la capacité d'action collective des sociétés, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport ? Et donc, de la même manière, je dis que, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre l'émotion des femmes et l'arrivée des femmes en situation d'adulte social, d'autorité, ayant leur façon d'être dans la vie sociale, exerçant l'autorité d'une certaine manière, est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec cette ambiance d'intolérance nouvelle? Mais c'est une vieille hypothèse. Ça avait déjà été étudié aux États-Unis, où ces phénomènes des basculements ont eu lieu déjà dans l'entre-deux-guerres, par l'anthropologue britannique Geoffrey Gorer. Mais je fais, je fais tout ça honnêtement, c'est-à-dire en essayant de comprendre. Et c'est assez technique. Donc, ça m'a permis d'ailleurs de résoudre. Alors, l'autorité des femmes, elle est d'une nature différente parce que, je ne sais pas, l'autorité d'une mère, encore une fois, c'est des banalités. Hein. Je suis vraiment toujours, j'ai vraiment dire des banalités comme ça. Je considère l'autorité maternelle comme plus naturelle que l'autorité paternelle. L'autorité maternelle, elle vient de ce qu'une femme a fabriqué l'enfant dans son propre corps. Et donc, une sorte de capacité d'expression naturelle de l'autorité. L'autorité paternelle est construite. Je veux dire, un père, comme me disait mon père, c'est la maternité est une certitude, la paternité est une présomption. Hein, ce qui explique une partie de l'affirmation grotesque des hommes affirmant leur autorité. Voilà. Mais ça m'a amené à relire le rapport que j'avais fait entre certaines structures familiales autoritaires et des idéologies autoritaires, de noter les régions où ça ne collait pas, et puis de m'apercevoir que toutes les régions où on ne trouvait pas le trait autoritaire masculin dans la structure familiale, mais où la société présentait des dimensions autoritaires, d'organisation sociale forte,
la Suède, l'Irlande, l'Islande, la Bretagne, le Portugal, Cuba étaient des régions de statut très élevé de la femme. Mais à un certain niveau, c'est là que le livre, la véritable ambivalence du livre, c'est que c'est vrai que c'est un livre qui intervient dans le débat et qui est en un certain sens assez agressif, peut-être. Vous l'avez lu comme ça? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Bon, je ne dis pas que j'en suis fort mari, ça serait complètement malhonnête. C'est comme ça. Mais pour moi, ce qui est fondamental dans le bouquin, c'est la dimension de recherche. C'est-à-dire, parce que j'ai complètement dérapé mais dans de la recherche. Donc, par exemple, les trucs qui, pour moi, sont cruciaux, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup de gens dans cette salle s'endorment le soir en se demandant quelle est la véritable place des aborigènes australiens dans le développement de l'humanité. Sont-ils le bon peuple originel à étudier pour voir comment on était à l'origine? Eh bien, dans mon livre, vous trouverez la réponse, et la réponse est non. Le bon peuple, pour étudier les origines de l'humanité, c'est les Indiens de l'intérieur du bassin des montagnes rocheuses. Et ce que je dis sur l'interaction entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée à une époque où ça ne formait qu'une seule île continent, où l'agriculture a été inventée, est un truc, je crois, assez neuf en anthropologie, dont je suis très fier. La relecture que je fais de l'histoire des structures familiales suédoises, sur lequel je n'en finis pas de me tromper depuis ma thèse que j'ai faite à Cambridge, terminée en 1975, je veux dire, est pour moi un enchantement. Je veux dire, vous voyez, et donc c'est vraiment devenu un truc de recherche. Donc c'est assez bizarre de défendre un livre comme ça, pour moi, et d'être pris dans des débats qui vont être idéologiques, alors que ma satisfaction profonde est celle du chercheur. Eh bien, nous terminerons là-dessus. J'espère que le débat en sera enrichi. On verra. Merci à tous. Bonne soirée. Alors, on va garder un temps d'échange et de signature avec Emmanuel Todd à l'entrée de la salle, où vous pouvez continuer la conversation avec lui.